Bienvenue à la 11e grande conversation de l'association Maison de la Culture du Havre. Nous sommes accueillis à la bibliothèque Oscar Niemeyer pour nous entretenir d'un sujet mordant, qui sont nos zombies. Le zombie, la figure du zombie a évolué depuis son apparition dans le cinéma des années 30, avec ce présupposé inconcevable, mort mais vivant. Le zombie permet à la fiction d'aborder toutes les peurs. Traité d'abord comme une menace brute pour la vie d'un groupe d'individus, l'invasion zombie est rapidement devenue le spectre d'une guerre contre un ennemi incontrôlable, capable de détruire nos sociétés. Enfin, en changeant progressivement de sens, en devenant populaire, en s'invitant dans notre imaginaire quotidien, elle devient le révélateur, peut-être, de ce que nous sommes. Alors, d'où viennent les zombies et que disent-ils de nous aujourd'hui ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de nos deux invités, que je salue. Clémentine Hougue, docteure en littérature comparée, associée aux 3 LAM, langue, littérature, linguistique des universités d'Angers et du Mans, membre du projet ION sur l'imaginaire du temps. Ludovic Lecomte, cofondateur de l'association Cannibale Peluche, association cinéphile et cinéphage havraise depuis 2006, ancrée dans le cinéma de genre, qui organise et présente des projections, notamment au cinéma Le Studio, et anime l'unité libre, le cinéma de genre, à l'Université du Havre. Je vais donner tout de suite la parole à Ludovic Lecomte, qui va peut-être nous dire d'où viennent les zombies. Oui, ou plus précisément revenir sur à peu près un siècle de zombies au cinéma, voilà. Ce qui permettra déjà on s'en approche petit à petit. Oui. Voilà, ce qui est déjà beaucoup et ce qui devrait nous occuper durant le temps imparti. En effet, oui, tout à fait. Donc avec quelques dates repères, quelques films phares et quelques productions plus obscures, dirons-nous, mais qui ne sont pas inintéressantes pour autant et qui tout du moins reste toute une facette, dira-t-on, de ce que peut être le zombie au cinéma. Alors ceci à travers quelques images illustratives, avec déjà peut-être dans un premier temps, puisqu'on a coutume de parler de films de zombies, mais peut-être faudrait-il évoquer ce qui est probablement le premier film avec des zombies, à savoir le J'accuse de 1919 d'Abel Gans, qui voit le retour des soldats morts durant la Première Guerre mondiale à la fin du film pour demander des comptes aux vivants. À travers donc ce défilé de spectres. Alors le statut est un peu incertain. Il s'agit de morts vivants qui reviennent d'outre-tombe. On ne parle pas de zombies évidemment à l'époque. En 1938. Abel Gans tourne une nouvelle version de J'accuse, avec à nouveau un retour des morts de la Première Guerre mondiale à la fin du film, intégrant cette fois-ci des visages de ce qu'on a appelé les gueules cassées, à savoir ces soldats blessés, mutilés durant la Première Guerre mondiale, mêlés à des images qui sont plus de revenants fantomatiques, dirons-nous, mais ce sont des morts-vivants qui, cette fois-ci, viennent adresser un avertissement aux vivants avec ce pressentiment de la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne s'agit pas de films dits de zombies, mais le premier film dit de zombies, c'est White Zombie de Victor Alperin, réalisé en 1932, avec Bela Lugosi dans le rôle du méchant du film, Murder le gendre. Donc vous pouvez voir une des affiches originelles du film qui, comme on peut le voir, joue beaucoup sur l'exotisme et sur l'érotisation du personnage féminin, qui n'est pas aussi dénudé dans le film d'ailleurs, mais l'affiche va avoir ce côté sensationnel pour cette histoire exotique qui est en fait une histoire de rivalité amoureuse pour la conquête de cette femme, où Murder le
Legendre, qui en fait est un exploitant sur une île, a littéralement des zombies à sa solde et va zombifier, envoûter cette femme jouée par Madge Bellamy qu'il convoite. Alors ce qui est intéressant dans le film, c'est que s'il s'agit du premier film de zombies de l'histoire du cinéma, on peut déjà y voir que les zombies ont plusieurs visages. D'une part, celui des travailleurs zombifiés et esclaves dans cette usine de sucre de canne, donc asservis et contraints à tirer le sucre de la canne, quitte à tomber eux-mêmes dans la cuve et voir leur sang se mêler aux produits qu'ils sont en train de produire. Mais les zombies, ce sont aussi les sbires de Bela Lugosi, Mordor le gendre dans le film. Donc là, vous voyez les premiers zombies offensifs, pourrait-on dire, de l'histoire du cinéma. Mais le zombie dans le film a aussi une autre incarnation, c'est celui du personnage de Madge Bellamy, une fois envoûté par Bela Lugosi. Donc le zombie comporte déjà à l'origine plusieurs visages. Il n'est pas figé sur cette représentation qu'on a depuis les films de George Romero du zombie féroce, cannibale. Ça, on va en parler tout à l'heure. Évidemment, il n'est pas question de cannibalisme ici. Ce sont des récits qui sont des adaptations de traditions vaudou, de récits de voyage, notamment via un ouvrage, L'île fantastique de William Seabrook, qui eut grand retentissement aux États-Unis à l'époque. Donc, il s'agit de versions romancées, exotiques, de légendes vaudou qui parviennent alors aux États-Unis. L'autre grand film marquant est évidemment dans cette tradition le vaudou I Walked with a Zombie de Jacques Tourneur, avec son titre qui est déjà énigmatique. J'ai marché avec un zombie. En règle générale, dans l'imaginaire qu'on a actuellement, on aurait plutôt tendance à courir devant le zombie. Non, il s'agit là en fait de marcher littéralement, marcher avec le zombie ou les zombies, puisque la zombie du film, c'est le personnage de Jessica qui, dans l'île de San Sébastien, a été envoûtée et se trouve dans un état de catatonie. Et une infirmière vient sur cette île pour lui apporter des soins en fait, et va tenter de la guérir et de découvrir le secret derrière son état catatonique. Le film joue beaucoup sur une mémoire qu'il faut faire ressurgir, que ce soit celle de la mémoire de l'esclavage, mais aussi les secrets de famille qui ont mené à l'état de cette femme zombie Jessica. Et puis zombie, ce peut aussi être ce personnage iconique qui est celui de Carrefour, qui est l'une des figures les plus célèbres du film, que vont croiser les deux femmes et dont le statut dans le film demeure incertain, puisque Carrefour est inspiré de l'esprit vaudou Legba, mais dans le film, on ne sait pas réellement s'il s'agit d'une divinité ou d'un zombie, puisque dans la séquence générique qui est accompagnée d'une voix off, la voix off dit « j'ai marché avec un zombie », et c'est bien la silhouette de Carrefour que l'on peut apercevoir au loin sur la plage. Dans les années 50, le zombie va être beaucoup moins présent, même si quelques productions vont l'utiliser, mais essentiellement de la science-fiction. Alors là, vous avez un exemple qui est le plus connu, qui est le Plan 9 from Outer Space de Ed Wood, longtemps considéré comme le plus mauvais film de l'histoire du cinéma. Voilà. Vous avez tous vu le film de Tim Burton, donc là, vous voyez Thor Johnson et Vampira en zombies ressuscités par des extraterrestres qui désirent conquérir la Terre. Et vous pouvez voir qu'on retrouve à nouveau ce corps de femme zombie qui s'apparente plutôt à une forme de glamour gothique que l'être en putréfaction qu'on a plus l'habitude de voir durant ces dernières décennies. Deux films majeurs dans les années 60, L'invasion des morts vivants de John Gilling, 1966, qui revient en Cornouailles, donc dans un cadre anglo-saxon sur la tradition vaudou, mais qui a été importé de manière à réduire des zombies en esclavage pour la société post-révolution industrielle. Donc le zombie, voilà, c'est-à-dire que le capitalisme anglo-saxon récupère des pratiques vaudou, puisque le film commence littéralement par une cérémonie vaudou pour ressusciter des morts et les réduire en esclavage dans des mines.
Donc, ce qui est un film très curieux, d'autant qu'il comporte une séquence de cauchemar qui est très baroque et très graphique, en rupture avec le ton général du film, qui est un film produit par la Hammer, donc qui est entre guillemets relativement classique. Et cette séquence de cauchemar qui est assez gore, baroque, colorée, décadrée, va annoncer des versions beaucoup plus graphiques et agressives à venir du zombie. Et bien entendu, 1968, La Nuit des Morts Vivants de George Romero, le film canonique qui va définir le zombie moderne. Donc là, il n'est plus du tout question de tradition vaudou, contrairement à 3 des films dont on a parlé précédemment. Il n'y a d'ailleurs pas de raison explicitée réellement au retour des morts. Le doute subsiste. Et le mort ici n'obéit plus à un maître, il n'est plus un travailleur asservi. Il est un être réveillé dans des circonstances mystérieuses et qui va errer avec pour seul but de se nourrir de chair humaine. Donc on a là voilà, les premiers zombies dits modernes qui apparaissent. Alors on pourrait passer des heures à parler du film, mais on va avancer et dire aussi que le film en noir et blanc très graphique, très choc pour l'époque, d'autant plus qu'il s'attaque, si l'on peut dire, à l'institution de la famille à travers cette fameuse scène de matricide qui intervient à la fin du film, mais aussi le personnage que vous voyez là, Johnny, qui est le frère de l'héroïne Barbara et qui va succomber dès le début du film et revenir in fine pour la chercher. Donc le film joue sur différents types d'horreurs et notamment qu'est-ce qu'un proche qui est un proche mort qui revient vous chercher pour vous happer parmi les morts et même vous dévorer. Donc l'horreur, évidemment, une forme d'horreur absolue pour l'époque. George Romero tournera 6 films dans ce cycle des zombies. 10 ans plus tard, Zombie, Dawn of the Dead, après Night of the Living Dead. Satire, on va passer rapidement sur le film, bien qu'il soit très dense, évidemment, satire de la société de consommation, où des 4 personnages, dont un couple, alors que la pandémie zombie s'abat sur le monde, enfin, en tous les cas, sur les États-Unis, trouvent refuge dans un centre commercial et vont s'y isoler pendant un laps de temps assez long, pendant qu'aux portes du centre commercial vont frapper les zombies pour se nourrir, mais sachant que les zombies reviennent aussi en direction du centre commercial parce que c'est l'endroit où en tant qu'être humain, ils ont passé une grande partie de leur vie. Et le carnage final sera occasionné par l'arrivée d'une bande de pillards et la volonté d'un des occupants du centre de ne pas lâcher les biens matériels qu'ils ont acquis durant cette activité. À noter aussi que le film présente ce que vous voyez là, c'est un photogramme, enfin une photo d'exploitation issue du début du film présentant les zombies dans une cave en train de se livrer à leur festin barbare qui est tout à fait sinistre. En fait, les zombies tels que présentés n'ont plus absolument plus ni glamour ni exotisme, mais sont présentés comme des êtres à la dérive qu'on pourrait comparer sur cette image à des junkies, en fait, littéralement tombés en bas de la société, en train de consommer leur drogue, ici en train de consommer de la chair humaine. 1985, Le Jour des Morts Vivants de George Romero, donc troisième volet, qui commence de jour, mais paradoxalement va se poursuivre dans des souterrains, qui cette fois-ci va s'attaquer plutôt au complexe industrialo-militaire et aux complicités de la science, puisque ce sont ces représentants qui régissent le souterrain où sont réfugiés les survivants, avec l'introduction d'un personnage qui est très important, c'est le personnage de Bob, puisque le savant du centre, surnommé Dr Frankenstein, se livre à des expériences sur des zombies, et notamment sur ce personnage de zombie de Bob, qui est un personnage à qui on va présenter un certain nombre d'objets quotidiens, ici un rasoir, pour voir si une mémoire de sa vie humaine antérieure ressurgit. Et on a là l'introduction d'un personnage de zombie pathétique au sens premier du terme, à savoir qui suscite une émotion poignante. Le Territoire des Morts en 2005, avec une autre figure de zombie, cette fois-ci un zombie rebelle, Big Daddy, qui va prendre la tête de la rébellion contre les humains, puisque
Enfin, je vais peut-être aller vite parce que je vois que le temps passe. Je ne peux pas m'attarder en détail sur chaque film si je veux faire une histoire. Mais en tous les cas, il s'agit là d'une figure. Donc voilà, donc on ne retrouve pas les mêmes personnages d'un film à l'autre. Hein. C'est à chaque fois des situations différentes ou à divers stades de la propagation de cette épidémie de zombies. Et nous avons affaire, in fine, ici à une révolte de zombies menée par l'un d'entre eux. Avec nous sommes en 2005, avec un sous-texte politique qui est, enfin c'est plus qu'un sous-texte, là c'est vraiment explicite à mesure que les films progressent. Le propos politique de George Romero se fait de plus en plus explicite, voire peut-être de plus en plus souligné d'ailleurs, puisque les zombies se révoltent contre une société de nantis qui vit barricadée alors que tous les alentours sont livrés à la pandémie zombie. Et au sommet d'une grande tour vit une sorte de magnat très, très bouchien incarné par Dennis Hopper qui entend ne pas laisser les terroristes zombies venir pénétrer dans l'enceinte de cet espace protégé. Diary of the Dead, 5e et avant-dernier volet en 2007, où cette fois-ci George Romero parle de deux propagations virales qui sont à la fois celles des zombies donc qui se propagent, qui se multiplient par morsure. Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais c'est le cas dans la nuit des morts vivants, c'est qu'ils ne font pas que consommer de la chair humaine. Évidemment, une morsure de zombie, comme on le sait tous maintenant, provoque la transformation en zombie vers les autres. Ici, donc, il y a cette propagation virale du zombie, mais aussi la propagation virale des images, des nouvelles images numériques en 2007. Et la grande question pour les personnages du film va être non seulement de sauver leur peau et de résister face à cette invasion zombie, mais aussi de produire leurs propres images de ce qu'ils vivent pour contrer un discours de propagande et pour témoigner de ce qui est réellement la vie au quotidien aux États-Unis face à ces zombies. Avec ce moment fascinant dans le film où l'une des héroïnes s'aperçoit qu'à force de se propager, de se démultiplier, de se copier et d'avoir des points de vue contradictoires, les images finissent par provoquer une sorte de chaos, de brouhaha équivalent à celui d'une masse de zombies qui arrive sur eux. Donc une interrogation, un film qui se fait moins film d'horreur en fait que film théorique de Romero sur la question de l'image. Et enfin, dernier volet, en 2009, Survival of the Dead, où Romero revient aux racines d'une mythologie américaine, à savoir le western, puisque le film se passe toujours dans un futur proche, mais utilise réellement les codes et les tenues et les codes, y compris vestimentaires et esthétiques du western, pour traiter de l'affrontement de deux clans, avec au centre les zombies, et avec cette perspective que le zombie pourrait ne plus se nourrir de chair humaine, mais de chair animale, et ainsi ne plus présenter un danger pour les humains, à condition que ceux-ci ne s'affrontent pas en clans divers pour question de rivalité ancestrale, de violence atavique. Donc le film porte un regard assez sombre sur les États-Unis, présenté par Romero comme civilisation de la violence. Quelques films rapidement pour ne pas aller trop vite. Un film inspiré par La Nuit des Morts Vivants, Le Massacre des Morts Vivants, film italo-espagnol de Jorge Gros qui date de 1974, qui reprend d'une certaine manière le point de vue contestataire de Romero, puisque là il y a une explication au réveil des zombies. Il s'agit d'une machine à ultrasons visant à tuer les parasites qui parasitent l'agriculture, mais qui en fait va réveiller les morts. On passe rapidement. 1974, le Mort-Vivant de Bob Clark, cinéaste canadien, qui va réaliser ce film très étonnant qui parle de manière métaphorique du traumatisme des vétérans du Vietnam et de leur incapacité à réintégrer une vie normale, puisque le personnage principal est un jeune homme qui est décédé au Vietnam et qui va être, on le suppose, il y a la mise en scène, ramené à son pays, aux États-Unis, par l'amour de sa mère, mais il va
revenir assoiffé de sang, littéralement. Il va devenir en fait un zombie incapable de se réinsérer dans sa société natale, et donc va laisser des victimes sur son chemin avec ce dialogue très étonnant à un moment où il dit, c'est un médecin, si je me rappelle bien, qui va être sa prochaine victime, mais il a besoin de son sang, et il lui dit, j'ai donné ma vie ou j'ai versé mon sang pour ce pays, pourquoi vous ne feriez pas de même à votre tour ? Très rapidement, le zombie se retrouve aussi. Alors le zombie il n'y a pas que des films inspirés par Romero, il va aussi se diffuser plus largement dans la culture populaire, voire dans des croisements étonnants comme Sugar Hill, film de blaxploitation zombie qui va revenir aux légendes vaudou. Ni la mer ni le sable, qui est un mélodrame zombie anglais, tout à fait étonnant, bien que moins spectaculaire. La tétralogie des Templiers morts-vivants et aveugles de Amando de Osorio, film espagnol, avec ces morts-vivants que certaines lectures les présentent comme une présentation métaphorique de l'arbitraire et de l'obscurantisme du pouvoir franquiste à l'époque, qui est en train de mourir, à l'époque où les films ont été réalisés. Et en 78, à partir de 1979, la vague italienne, inspirée par le succès de Zombie de George Romero, produit par Dario Argento, avec L'Enfer des zombies, alias Zombie 2 en Italie de Lucio Fulci, qui enchaînera sur Frayeur, sur L'Au-delà, sur La maison près du cimetière, soit en l'espace de 2 ans, quatre films très très gore, avec des zombies ou des morts vivants qui vont se livrer à des exactions extrêmement graphique, mais sans contexte politique revendiqué chez Fulci, contrairement à Argento, sauf dans quelques cas qu'on pourrait détailler, mais majoritairement la volonté de créer un fantastique très graphique, délibérément onirique, cauchemardesque, illogique. Et à la suite de Fulci vont s'engouffrer un certain nombre de réalisateurs italiens d'ambition et de moyens très divers, qui vont créer des hybrides très, très curieux, qui vont faire Flores au fil du temps, de manière très marginale. Ainsi, Joe D'Amato, avec sa Nuit fantastique des morts-vivants en 1979, qui tente de croiser zombies, exotisme et pornographie. L'Avion de l'apocalypse d'Umberto Lenzi, qui est probablement le premier film d'infecté, si on peut dire, puisque là, le zombie que vous pouvez voir en fait n'est affecté d'ailleurs qu'au niveau de la tête. Il n'y a pas de maquillage sur le restant du corps, en tous les cas pas sur les mains, puisqu'ici les zombies ou considérés comme tels en costard-cravate courent un peu le 100 mètres, manient des mitraillettes et diverses armes après avoir été contaminés par des radiations. La terreur des zombies, alias Zombie Holocauste, croisement du film de zombie et du film de cannibale. Virus cannibale, qui est probablement le point de non-retour de cette vague, en tous les cas le plus absurde, réalisé par un dénommé Vincent Down comme Dawn of the Dead, mais en fait il s'agit de 2 réalisateurs, Bruno Mattei et Claudio Fragasso, qui est un film, le temps nous manque, mais voilà, mais qui est terrible, mais qui va contribuer à ancrer une certaine image très fausse du zombie comme film de série Z, sachant qu'à même moment, en France, Jean Rollin tourne sous pseudonyme au ciné un film qui s'appelle Le Lac des Morts-Vivants, qui lui va faire partie du sous-courant des morts-vivants zombies, des morts-vivants nazis. Puisque la bête immonde revient aussi sous forme de mort-vivant couramment. Je vais avancer parce que j'ai déjà été très long. On arrive dans les années 80. On arrive dans les années 80 avec des déclinaisons du zombie qui passaient quelques films, on va dire, sérieux comme Réincarnation de Gary Sherman ou le premier Evil Dead, sont encore des films qui ont un humour noir certain, mais qui demeurent quand même des films qui se veulent effrayants et au premier degré. Une bonne partie des films de zombies qui vont être tournés dans les années 80 vont s'inscrire dans un registre de comédie, ou tout du moins vont avoir une part de comédie assez importante. Ici, vous avez un photogramme du 2e Evil Dead, 1987, de Sam Raimi, où l'humour est nettement plus prononcé et se veut beaucoup plus cartoonesque que dans le premier. Alors, il faut dire qu'entre-temps, auparavant, a eu lieu la révolution thriller, si l'on peut dire, le clip court-métrage réalisé par John Landis pour Michael Jackson, qui est un authentique court-métrage en soi. C'est la séquence de danse est surtout connue, mais il y a
il y a un prologue dans le cinéma avec Michael Jackson qui va définitivement inscrire le zombie dans un registre, on va dire, familier, puisqu'ici, malgré les maquillages très réussis de Rick Baker, le zombie fait peur, effectivement, mais il ne sert pas qu'à faire peur, il sert aussi à faire rire, mais aussi à inciter à danser. Donc on peut parler d'un zombie finalement qui n'est plus réellement menaçant, mais très familier, sachant que Thriller est très très chargé par ailleurs en références divers au cinéma d'horreur des années 50, 60. On arrive dans un cinéma où le réalisateur sait que le public qui va voir son œuvre connaît à la connaissance des codes, des références, des acteurs des années antérieures, donc va jouer volontairement, délibérément sur cette complicité, ce qui va renforcer des arguments de comédie dans des films à venir. 1985, le Retour des morts vivants de Dan O'Bannon. Vous pouvez voir ici que les zombies, il y a des zombies punk qui reviennent pour faire la fête, et on peut remarquer sur la stèle funéraire que sont cités un certain nombre de groupes punk justement qui sont mis en avant sur l'affiche. Donc c'est dire si le zombie donc se rattache désormais à d'autres univers. Que la stricte horreur. Le Retour des morts vivants 2 en 1988, qui est un film très très oubliable, mais qui est assez remarquable justement dans la banalisation du zombie par sa campagne promotionnelle, tout du moins en France, puisque vous pouvez voir cette affiche qui fait pour le coup vraiment très comédie, avec le zombie qui fait son doigt d'honneur, un jeu de mots comme accroche, mais surtout l'affiche est référentielle à quelque chose qui n'appartient absolument pas au registre du cinéma d'horreur, puisque c'est en fait une parodie de l'affiche d'un film de Claude Lelouch. Donc, dans sa banalisation, en fait, les films dans la banalisation de la figure du zombie, les films de zombies peuvent se permettre d'excéder le cadre référentiel du cinéma d'horreur pour aller chercher des références qui sont totalement autres et beaucoup plus grand public. Et c'est le cas pour le Retour des morts vivants 2, tout du moins en France, et les autres affiches du film. Ici, vous avez une affiche pantalon qui vont carrément aller chercher Piala avec Nous ne vieillirons pas ensemble. Voilà. Donc la figure du zombie en tous les cas se banalise, tout du moins se couple avec un certain humour. Alors un humour plus ou moins gras, plus ou moins grivois, plus ou moins noir. Ici vous avez Réanimateur de Stuart Gordon en 1985, remarquable à l'époque pour sa violence, pour le jeu de mots, le jeu de mots salace que forme une scène qui est bien connue avec une histoire de tête. Je n'en dirai pas plus. Voyez-le, mais qui est un film qui est d'un niveau très supérieur au Retour du mort vivant numéro 2, évidemment, mais qui témoigne de cette volonté de croiser horreur et humour. Et dans le registre, on va dire, promo grivois bas de gamme, vous avez Flic ou Zombie, par exemple, où un zombie criblé de balles brandit vaillamment une petite culotte. Voilà, ils ont perdu ils ont perdu la vie, pas le sens de l'humour. Donc cette vague de zombie comédie connaît son apogée et sa fin, si on peut dire, avec Brain Dead de Peter Jackson en Nouvelle-Zélande en 1992, qui lui est d'un niveau technique nettement supérieur à Flic aux zombies, évidemment, dans lequel Peter Jackson voulait, évidemment, en faisant référence à La Nuit des morts vivants et d'autres films venus précédemment, voulait faire le film de zombie le plus sanglant et le plus drôle jamais réalisé. Donc le film est resté célèbre pour avoir battu le record d'hectolitres de sang déversés sur le plateau. Mais la fin des années 80, et j'avance très vite, oui. Et la fin des années 80 est aussi marquée par des films plus sérieux comme L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven qui revient au vaudou, Cimetière de Mary Lambert qui est inspiré de Cimetière, le livre de Stephen King. Donc là, on est dans le zombie, mais dans le cadre d'une tragédie familiale et la question de la gestion du deuil. Je vais passer sur un certain nombre de films pour arriver à l'époque vraiment contemporaine, avec la nouvelle vague de zombies qui naît en 2002 autour de la sortie de Resident Evil, adapté des jeux vidéo de Capcom. À ce jour, 6 films et un 7e qui devrait sortir en fin d'année. Donc mélange action, horreur, science-fiction. 28 jours plus tard, de Danny Boyle, qui va être l'autre film de 2002 qui va contribuer à relancer et à créer une prolifération de films de zombies. Cette fois-ci, c'est un virus qui vient d'un laboratoire qui provoque une pandémie. Et cette fois-ci, ce sont des zombies infectés et non plus des zombies morts-vivants. Donc des enragés lâchés dans les rues. Une suite
stocké 28 semaines plus tard. En 2004, Zack Snyder fait un remake de Dawn of the Dead de George Romero, sous le titre Dawn of the Dead aux États-Unis. En France, c'est l'Armée des Morts, à ne pas confondre avec le dernier Zack Snyder qui s'appelle Army of the Dead. Le film, voilà, comme on est en 2004, oui, c'est très compliqué. Comme on est en 2004, le film bénéficie évidemment des avancées technologiques, et autant Danny Boyle pour 28 jours plus tard, tourné en DV pour montrer avec une image sale, pour montrer de manière réaliste ce que pouvaient vivre des gens après une catastrophe, et une pandémie dans des univers désertés et en proie au chaos. Autant l'Armée des Morts va jouer sur le numérique pour montrer une prolifération des zombies. Et on va arriver à la zombie comédie continue dans les années 2000 avec Shaun of the Dead et Fido. À signaler quand même le film réalisé pour la télévision par Joe Dante, qui est Vote ou crève, Homecoming, dans le cadre des Masters of Horror, qui revient aux zombies politiques des années 70 comme le mort-vivant, puisqu'il s'agit de soldats morts en Irak qui vont revenir voter et demander des comptes au président qui les a envoyés se faire tuer au combat. Les élections étant truquées, d'autres soldats des guerres antérieures vont revenir. Oui. Je n'irai pas plus loin, on se rapproche de l'époque actuelle. Voilà. Quel panorama. Oui, je sais, il y a encore plein d'autres films, et oui, on sait... Mais... Voilà, ça fait déjà beaucoup. Ça fait une beaucoup, belle liste de films à voir si on les a pas encore vus. Et je pense que rares sont les personnes qui ont vu déjà tous ces films. Voilà. Certains. Je vais passer tout de suite la parole à Clémentine Hougue. Voilà. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc il y a un panorama assez considérable de films, et merci Ludovic pour avoir posé les jalons justement de ces grandes étapes sur lesquelles je vais revenir avec un angle d'attaque un peu particulier, puisque je vais parler plus précisément moi des utilisations politiques de cette figure à travers notamment 2 exemples d'utilisation politique. Alors, en un mot, c'est vrai que la pandémie de Covid a quand même considérablement mobilisé l'imaginaire du zombie, mais à y regarder de plus près, c'est moins dans sa dimension pandémique ou virale que dans son usage politique, c'est-à-dire la manière dont les fictions zombies nous amènent à penser les comportements collectifs. Puisque dans la fiction populaire, on les voit, on les imagine en tout cas régulièrement en meute, en masse, et ça évoque aussi la dynamique des foules, qui a été théorisée dès 1895 par Gustave Le Bon notamment, mais régulièrement depuis, où la foule est comprise comme la fusion des pensées individuelles en une pensée collective. Donc cet imaginaire aussi permet de penser ça. Depuis les origines haïtiennes de cette figure dont Ludovic a parlé, il y a une dimension intrinsèquement politique du zombie. Des années 30 à 60, c'est une figure qui représente l'asservissement par un maître qui le réduit en esclavage. Et puis on voit à partir de Romero et les années 70 que ça va représenter aussi les fractures des sociétés occidentales. Et dans les années 2000... auquel on venait juste d'arriver, je vais prendre le relais justement, ce caractère politique du zombie va tendre à se dissoudre, se diffuser dans des usages contradictoires, peut-être moins un outil critique que la représentation des peurs occidentales. Donc, 2 études de cas, finalement, 2 cas très antagonistes. D'une part, les marches zombies, les zombie walks, et d'autre part, l'utilisation que Donald Trump a fait des séries zombies pour sa campagne présidentielle de 2016. Donc pour chacun de ces exemples, je vais vous proposer une présentation rapide, mais surtout de les mettre en relation avec des exemples issus de la fiction. Et donc d'essayer, à partir de ces comparaisons, de considérer qui sont nos zombies. Alors le premier cas que je vous propose, c'est celui des marches zombies, quand justement en 2011, suite à la crise des subprimes, le mouvement Occupy Wall Street va créer des défilés dans plusieurs villes, notamment là vous avez des images de Wall Street de New York en octobre 2011. Et donc faire défiler des militants grimés en zombies, en train de mâchouiller des billets de Monopoly,
Et donc, dans les rues, c'est un mouvement qui s'inspire notamment des indignés espagnols et un mouvement qui va se reproduire également à Mexico quelques mois plus tard. À New York, ils sont 700 manifestants. À Mexico, ils seront près de 10 000. Et on les voit notamment à Mexico tenir des pancartes qui disent « Je suis allé à la Chambre des députés, je n'ai pas trouvé de cerveau ». Donc ici, le zombie va représenter, tel qu'il est employé dans cette utilisation publique, une représentation finalement assez double, assez ambiguë, puisque c'est à la fois le zombie est le produit du capitalisme financier, la victime, nous serions zombifiés par ce système, mais aussi il représente l'aveuglement de la finance à travers justement ces représentations de zombies qui mâchouillent des billets de Monopoly. Et d'après le sociologue Vincent Paris, contrairement aux origines haïtiennes de la figure où c'est un esclave, ici, le zombie, je le cite, je cite le sociologue, le zombie ne devient pas une figure emblématique de la classe défavorisée, mais de la classe dominante. Et dans ce cas, le zombie représente le capitaliste inconscient, uniquement motivé par la recherche de profit et de pouvoir. Le sociologue ajoute aussi que les personnes qui participent à ces marches représentent le désengagement des individus repliés sur eux-mêmes, s'enlisant dans une rustrerie destructrice et refusant toute lutte pour des causes valables. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, je voulais vous la soumettre, mais les choses me semblent plus complexes. Parce que représenter une marche zombie dans Wall Street met en scène aussi une menace, c'est-à-dire celle de la rue qui est produite par Wall Street, c'est-à-dire des consommateurs décérébrés, individualistes, avides, qui se retourneraient contre le système, dans une sorte de retour de bâton d'un système dont les créatures finissent par se rebeller. Et pour reprendre les termes du philosophe Maxime Coulombe, les zombies, en n'étant que des corps, chacun interchangeable, puisque désormais sans spécificité, apparaissent comme une métaphore assez claire de la façon dont la politique contemporaine conçoit désormais les citoyens. Le zombie métaphorise une gestion politique que Michel Foucault et Giorgio Agamben ont appelée biopouvoir. Alors c'est pour ce qui est des inspirations fictionnelles, ou en tout cas des liens qu'on pourrait faire avec la fiction, c'est évidemment du côté de Romero qu'on va aller retrouver cette dimension contestataire, puisque déjà le premier film de Romero dont Ludovic a parlé en 68 montre une société en crise. Dans cette maison où les survivants sont repliés, ils sont incapables de coopérer, ils s'entretuent au lieu de faire front ensemble. Et c'est exactement ce qui se passe dans la société civile américaine en 68, entre les luttes pour les droits civiques, les manifestations contre la guerre du Vietnam, les vétérans qui reviennent de cette guerre traumatisés, mutilés, qui sont laissés pour compte. Donc ici, le zombie de ce film représente toutes ces fractures, et c'est Jean-Baptiste Thorey qui l'a bien expliqué, je le cite aussi. Le zombie de la nuit des morts vivants, c'est le voisin, le proche, voire soi-même, qui fait retour sous la figure de l'altérité pour vous bouffer. Les Noirs et le mouvement civique, les hippies et la contestation étudiante, tandis que la majorité silencieuse, celle qui a porté Nixon au pouvoir, se terre et se barricade. Donc les zombie walks représentent en quelque sorte un héritage de ce discours. Elles représentent à la fois les laissés pour compte et de la haute finance, et la haute finance elle-même dans ce qu'elle a de plus dévorant. Avec Dawn of the Dead, on arrive à la première représentation aussi explicite du parallèle entre zombies et consommation de masse, et donc capitalisme. Là, j'ai un parallèle qui a été souvent fait, qu'on voit souvent sur Internet, entre le film et l'ouverture des soldes, en termes de masse, justement. Alors que donc, les zombies envahissent le monde, et Ludovic l'a rappelé, un groupe de survivants se réfugie dans un centre commercial où les zombies déambulent comme enfermés dans leurs habitudes de consommateurs, et finalement les survivants vont finir par faire la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment tout à fait conscient de la part de Romero, qui a déclaré dans une interview: quand j'ai vu le premier centre commercial fermé, donc ces grands centres qu'on connaît bien maintenant, ouvrir en Pennsylvanie, je n'avais jamais rien vu de tel, dit-il. Ça ressemblait à un temple du consumérisme, et j'ai su que je pouvais en faire une satire. Les humains de Dawn of the Dead ont tout ce qu'ils peuvent vouloir, mais finissent par rester là à traîner, aussi inertes que des zombies, ils sont comme morts.
Donc là, on est vraiment à une charnière où le message, clairement, est les zombies, c'est nous, le danger, c'est le système. Et c'est sans doute dans le troisième volet le quatrième volet de ce cycle des zombies de Romero qu'on va trouver le plus de parallèles avec les zombie walks, puisque ici, les zombies se rebellent. Alors, le contexte a été rappelé par Ludovic. Donc, c'est une société de caste qui s'est mise en place avec les plus riches qui vivent dans une tour ultra sécurisée, extrêmement luxueuse. Leurs employés qui s'occupent de la sécurité, qui sont une sorte de deuxième échelon social, et les plus pauvres qui vivent dans un ghetto, dans un bidonville tout autour de cette tour sécurisée. Mais ils sont protégés des zombies, ces plus pauvres. Et les déclassés de ce ghetto organisent une rébellion qui est matée évidemment par le mania dont Ludovic évoquait tout à l'heure le caractère. Ce qui est intéressant, c'est que ici, les zombies se rebellent et finalement vont être des alliés. Alors évidemment, zombies et humains ne coopèrent pas, mais vont devenir en quelque sorte des alliés de cette haute finance. Dès le début du film, le personnage principal de Riley répond à un de ses collègues qui surveille en fait les zombies. Donc le jeune homme qui les surveille dit ils font semblant d'être vivants, puisqu'on voit les zombies qui recommencent à avoir des espèces de gestes automatiques de leur vie d'avant. Et Riley lui répond est-ce que c'est pas ce qu'on fait nous aussi ? Et le film se termine sur ce même parallèle où les zombies fuient la ville et les humains révoltés les laissent partir. Et Riley dit ils cherchent un endroit où aller tout comme nous. Donc on a vraiment ce parallèle extrêmement clair des zombies et des plus pauvres contre la haute finance. Donc finalement, les zombie walk rejouent un peu cette épopée de Romero, de finalement le zombie comme symbole de la claustration du consommateur jusqu'à son émancipation et sa révolte. Donc ici, on voit vraiment que le zombie a une fonction critique. Pour ce qui est de notre deuxième exemple, il s'agit donc de l'utilisation qu'a fait Donald Trump de la série The Walking Dead. À partir de septembre 2016, Trump décide de diffuser ses clips de campagne pendant les pauses publicitaires de la série sur AMC. Et Jared Kushner, qui était son directeur de campagne, a expliqué comment il s'y était pris dans Forbes. L'équipe de Kushner a eu accès à des données, notamment récoltées par le fameux Cambridge Analytica, une espèce de super géant du big data qui a d'ailleurs été au cœur d'un scandale puisqu'il avait acheté des données personnelles à Facebook. Et donc le but était d'analyser les pratiques des électeurs pour identifier les cibles de l'électorat de Trump. Et ils ont initié donc une campagne comme ça extrêmement ciblée en identifiant des séries populaires, et il s'est avéré que suivant ces données, The Walking Dead plaisait aux gens qui s'inquiétaient de l'immigration. Et donc le ciblage de la série aurait ainsi permis, en tout cas beaucoup d'analystes le disent, de toucher un électorat favorable à la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Donc je reviendrai sur les aspects strictement idéologiques de la série. Je précise que ce clip a été diffusé donc pendant la saison 7, qui, sans en dévoiler les tenants et les aboutissants, commence par une scène d'exécution extrêmement violente, d'un grand réalisme, en tout cas d'une grande violence, et que c'est là-dedans, c'est dans ce début de saison très violent, que va s'inscrire cette campagne. Donc le clip dure quelques secondes, je vous le montre tout de suite. Non. Ah. Ça ne fonctionne plus, excusez-moi. Je ne comprends pas ça. Ah, peut-être que c'est... Excusez-moi, non, c'était moi qui faisais une erreur. I'm Donald Trump, and I approve this message. The politicians can pretend it's something else, but Donald Trump calls it radical Islamic terrorism. That's why he's calling for a temporary shutdown of Muslims entering the United States until we can figure out what's going on. He'll quickly cut the head off ISIS and take their oil. And he'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for. We will make America great again. Alors, on voit ici que j'ai fait une capture de ce passage du clip qui est particulièrement éclairant, je crois,
que le zombie représente tout autre chose que les masses laborieuses opprimées par le capitalisme. Ici, c'est l'étranger, c'est l'immigré, qui est représenté comme un envahisseur sournois. On le voit ici en train de rôder autour d'un mur et qui arrive à les dépasser. Et donc, à dépasser ces palissades, ces murs, ces barricades qui sont censées protéger les honnêtes citoyens américains. Réside en creux dans ces images l'idée que l'immigré n'est qu'à moitié humain, qu'il est radicalement différent de nous, qu'il est décérébré et vorace, donc le parallèle avec le zombie, c'est un monstre. Et ces images nocturnes là, où on distingue des silhouettes fugaces, jouent sur cette esthétique chtonienne, nocturne, de créatures malfaisantes et presque invisibles. La série The Walking Dead repose aussi sur cette insécurité constante, puisque durant toutes les saisons, 11e je crois maintenant, 10e peut-être, les survivants sont toujours obligés de fuir, de repartir à zéro dans une apocalypse qui est sans arrêt renouvelée. La série aborde par ailleurs des dilemmes moraux assez complexes. Est-ce qu'on doit tout faire pour sauver sa famille, y compris faire le mal ? Et en vient finalement à flatter un discours survivaliste, réactionnaire, notamment par la légitimation de la violence préventive. Le sentiment d'insécurité est décuplé par la narration sérielle qui fait que la série est potentiellement infinie, et ça donne l'impression que cette lutte pour survivre ne finira jamais. Et c'est cette insécurité que Trump a assez habilement exploitée durant sa campagne de 2016. Au-delà d'ailleurs de cette instrumentalisation faite par Trump, il se trouve que The Walking Dead montre aussi un sentiment de perte d'identité politique des États-Unis, ou en gros, plus exactement, des errances politiques, puisque finalement les survivants vont expérimenter plusieurs systèmes d'organisation collective qui échoueront toutes les unes après les autres. Ils reviennent à ce destin de pionniers forcés de recommencer à survivre dans une nature hostile. Et c'est toujours un échec du collectif qui est présenté. Les tentatives de fédération, de fraternisation, d'organisation collective échouent pour revenir toujours à la survie individuelle ou à celle de la cellule familiale. Donc c'est aussi une tendance de fond d'ailleurs des fictions contemporaines, puisque le zombie, depuis 2001, va capter en quelque sorte la violence du monde. Et c'est aussi peut-être ce qui explique son succès, c'est ce besoin de voir et de comprendre la violence du monde, le terrorisme, les guerres au Moyen-Orient, la crise financière. Et finalement, en l'absence de grands schémas idéologiques structurants, ces films de zombies, ces fictions zombies, amèneraient le public à apprivoiser dans une certaine mesure cette violence. Alors que Romero déployait une stratégie contestataire, le zombie du XXIe siècle va plutôt jouer sur les peurs contemporaines. Alors il y a quelques films qui vont s'inscrire dans le prolongement de la critique sociale de Romero, évidemment, souvent dans le cinéma indépendant. Je pense à Pontypool, un film canadien, ou à Dead Set, une série britannique. Mais une large part des fictions américaines grand public sont des fictions catastrophes qui ne critiquent plus les sociétés industrielles, mais qui vont plutôt répercuter les angoisses du monde actuel, voire jouer avec celle-ci pour renforcer la dimension spectaculaire. On voit par exemple se développer quelque chose qui est relativement nouveau, c'est l'espace dans lequel se déroulent ces fictions. Dans les films de Romero et dans d'autres avant, on avait des intrigues qui se déployaient dans des lieux désertés, cimetières, maisons isolées, le centre commercial vide, des souterrains, des entrepôts, etc. Et au début des années 2000, on voit arriver les zombies dans des univers familiers, des banlieues chics, comme c'est le cas dans le film de Zack Snyder, Dawn of the Dead, au début de Fear the Walking Dead aussi, le spin-off de The Walking Dead. On le voit aussi d'ailleurs dans des parodies, dans des films de zombies plutôt comiques comme Shaun of the Dead, où c'est le pub, ou Fido, où c'est aussi une banlieue bourgeoise. Et cela montre en fait aussi cette crainte grandissante de voir notre espace familier, sécurisé, envahi par un ennemi qui devient un ennemi intérieur. Et cette idée de l'ennemi intérieur, d'ailleurs, réactive finalement un motif qui existait déjà au plus fort de la guerre froide, avec par exemple un film comme L'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel en 1956. Donc finalement, les zombies, l'idée n'est plus nous sommes tous des zombies parce que nous nous comportons comme tels, mais nous sommes tous potentiellement des zombies, potentiellement infectés, ça peut venir de n'importe qui, donc il faut surveiller tout le monde. Et finalement, on franchit alors un cap
je pense, idéologique dans World War Z de Mark Foster en 2013. Donc le monde est au bord de l'effondrement à cause d'une épidémie zombie. Brad Pitt est un ex-employé de l'ONU qui va sauver le monde à lui tout seul. Et on assiste à la moitié du film à une scène extrêmement caractéristique, à mon sens, de cette nouvelle figure du zombie envahisseur, puisque donc Israël construit un mur pour protéger Jérusalem des zombies. Et ces zombies, à force, donc ce sont des zombies qui courent, à force d'être assaillis, les zombies parviennent à passer le mur. Donc là, on est sur une représentation vraiment très très proche. Enfin, on voit que Trump utilise vraiment ces représentations avec cette masse qui passe les murs, justement. Et donc, finalement, pour comprendre ça, rapidement, je vais aussi, ce qu'il faut interroger, c'est la nature des images qui sont employées et les rapports de force qui s'y jouent. Et pour ça, la théorie de la société du spectacle de Guy Debord peut nous aider à y réfléchir un petit peu. Guy Debord postule que la société libérale marchande produit des images via des industries culturelles qui ont pour fonction de reproduire des rapports de domination. Ces images dépossèdent les individus d'eux-mêmes et finalement, nous devenons dominés par ces images. Le réel est contaminé par le spectacle, de sorte qu'il n'y a plus de frontière entre spectacle et réalité vécue, ce qui est résumé par Frédéric Saumur par la phrase suivante: la représentation médiatique des dominants, orchestrée par des techniciens et commentateurs à leur service, a transformé les citoyens en individus isolés et passifs, condamnés à suivre la chronique de cette fiction comme on suit un feuilleton, résignés d'avoir perdu toute capacité d'action réelle sur le cours du temps. Bref, le spectacle fait de nous des zombies. Et justement, dans le cas qui nous intéresse, on a deux utilisations antagonistes. D'un côté, les zombie walks qui nous offrent le spectacle de la domination, c'est-à-dire qui nous montrent ces mécanismes. Il y a quelque chose de carnavalesque dans ces marches zombies, mais le carnaval a pour fonction de suspendre les règles de la société. Là, le but est de les montrer. Donc on serait plus proche du happening, un mouvement artistique des années 60 et plus tard aussi, qui est un mouvement artistique très politisé. C'est un mode d'expression qui ne sépare plus l'art de la vie et qui consiste à intervenir dans l'espace public et à faire participer les gens. Donc il n'y a plus une œuvre fixe, mais une œuvre qui se co-crée avec le public. Et c'est un peu ce qui se passe avec les marches zombies. Finalement, il s'agit aussi d'incarner physiquement la dépossession et de montrer le spectacle de la condition zombie, de la condition aliénée et aliénante du capitalisme financier. Donc retourner le spectacle contre lui-même en montrant les zombies que nous sommes et en montrant comment nous le devenons, donc dans une perspective éthique critique, donc dans ce qu'on pourrait appeler un ethos du zombie. Avec Trump, on est vraiment dans la domination du spectacle, dans le sens où il s'agit d'agencer des images à des fins manipulatoires. Donc, comme stratégie de propagande, d'utiliser finalement le spectacle pour insinuer son discours politique. Donc il y a vraiment une instrumentalisation de la fiction et de la narration sérielle, puisque ça repose justement sur la diffusion en épisodes et sur les coupures publicitaires. Et qui, en plus, cette narration sérielle, je le disais tout à l'heure, qui crée l'impression que la série peut être infinie, potentiellement infinie en tout cas. Et en plus, qui crée un sentiment de familiarité avec les spectateurs, puisque, je résume là la citation de Jean-Pierre Eskenazi, qui est sociologue spécialisé des séries télé. Finalement, la série télé tisse avec le spectateur une forme de familiarité qui nous conduit, spectateurs, à nous engager émotionnellement aussi vis-à-vis de ces personnages qui nous semblent familiers. Donc ici, Trump va utiliser cette dimension spectaculaire et cette structure sérielle qui est faite de pauses, de cliffhanger, de suspense, et il va mettre son discours en continuité avec la série. Et finalement, en utilisant les émotions de la série, et on l'a dit, en plus la saison 7 était particulièrement violente. Donc on est vraiment dans un pathos du zombie, une utilisation des sentiments, du storytelling, de la mise en récit finalement, en mettant en continuité son propre clip de campagne avec la série télévisée elle-même. Il nous reste très peu de temps, donc je vais... en guise de synthèse, j'ai essayé de modéliser un petit peu ces usages antagonistes pour essayer de comprendre justement qui sont nos zombies dans le cas présent. Finalement, sur le plan de la représentation, on a dans les zombie walks des zombies qui représentent un système, le capitalisme, tandis que le clip de Trump va représenter des personnes, un groupe, des migrants.
Sur le plan de l'esthétique, on a d'un côté une mise en corps, proche du happening, et de l'autre côté une mise en récit, qui est du storytelling politique, finalement, qui n'est pas si classique que ça, parce que l'utilisation des données personnelles des utilisateurs et de Cambridge Analytica était vraiment nouvelle en politique. Sur le plan politique, justement, les zombies des zombie walks consistent à définir par analogie, c'est-à-dire à rassembler, à dire nous sommes des zombies, mais aussi à créer un effet, à créer du collectif. Et pour ce qui est en revanche de Trump, c'est par antagonisme que le zombie est défini, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est une menace extérieure. Et sur le plan de la réception, on va donc avoir cette espèce de dialectique entre spectacle de la domination, on nous montre ce que c'est, et domination du spectacle, on utilise ce spectacle à des fins manipulatoires pour donc finalement avoir deux usages antagonistes, un usage qui reposerait sur l'éthos et un autre qui reposerait sur le pathos. Et donc finalement, on en vient à deux exemples qui sont opposés, mais qui en réalité, l'un et l'autre, repose sur la déshumanisation croissante des sociétés post-industrielles et ce mouvement dialectique de lutte contre cette déshumanisation ou au contraire de son exploitation spectaculaire. Ah oui, j'ai peut-être en montrer très rapidement quelques ouvrages vraiment intéressants et vraiment très sérieux sur les zombies, justement, par Manouk Borzakian, qui est géographe, Maxime Coulomb, qui est philosophe, et d'autres qui sont donc de diverses spécialités des sciences humaines et qui se sont emparés de cette figure de manière extrêmement fructueuse. Eh bien, comment conclure après toutes ces paroles qui ont été passionnantes. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'espère que je suis sûre que tout le monde l'a ressenti de cette manière-là. Donc, notre grande conversation s'achève ici. Merci beaucoup, Clémentine Hougue, merci beaucoup Ludovic Lecomte d'avoir participé à notre grande conversation. Merci à vous. Ça a été vraiment passionnant. Merci aussi à la bibliothèque Oscar Niemeyer qui nous a accueillis ce matin. Un dernier mot avant de partir. Cette rencontre s'inscrit dans les événements organisés par l'association Maison de la Culture du Havre pour fêter cette année ses 60 ans. Créé le 24 juin 1961, jour de l'inauguration du musée Maison de la Culture par André Malraux. Voilà, je vous remercie tous. Et merci. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup.